juin avec Colette Brackman. D'abord, comment vous réagissez la première fois que vous rencontrez le jeune de 29 ans qui prend les rênes du pays? Je ne le connaissais pas, je le connaissais de réputation, c'était le fils. J'étais à l'aéroport au moment où l'avion s'est posé et où j'ai vu un homme jeune serré dans son uniforme avec un visage absolument de pierre, qui ne montrait aucun sentiment, qui a traversé, et on m'a dit c'est le fils, il est revenu du Katanga, enfin c'est le fils et on verra bien. Donc c'était des moments dramatiques, donc il est passé devant nous très protégé, il y avait des soldats zimbabwéens qui le protégeaient, voilà. Et puis les choses ont évolué. Et après, assez rapidement après, 2 ou 3 semaines après qu'il ait prêté serment, j'ai demandé à faire une interview, ça s'est arrangé, enfin, voilà. Je suis allée à Kinshasa et j'ai eu la chance de faire la première grande interview de Joseph Kabila. Et là, dans un bureau très simple, avec un meuble, une chaise, enfin, extrêmement modeste, je me trouvais devant un jeune militaire avec un visage de marbre, aucun sentiment ne transparaissait. Mais là, ce sont mes sentiments à moi qui ont pris le dessus. Moi, je connaissais son père. Moi, je regrettais encore que son père ait disparu de cette façon-là. Et je n'ai pas réfléchi. Et c'est venu comme ça spontanément. J'ai dit, mais Monsieur le Président, on est ici pour une interview, mais avant même de vous poser la première question, je dois vous exprimer mes sincères condoléances parce que je connaissais votre père et j'avais de l'estime et de l'affection pour lui. Voilà, je veux simplement vous dire ça. Maintenant, on peut passer à l'interview. Et là, j'ai eu l'impression que le bloc de glace se fissurait et que il était touché par c'était juste un sentiment d'humanité, quoi. Voilà. Et alors on est passé tout de suite à l'interview qui s'est déroulée en français avec quelqu'un qui s'exprimait posément, lentement, en pesant ses mots et qui disait des choses pondérées, intelligentes, qui tenaient compte de la situation, etc. Et alors quand je suis sortie, mes collègues journalistes congolais, comme vous l'avez dit, était peut-être un peu jaloux. Il me dit, mais tu as eu une interview de Joseph Kabila, et il parlait en quelle langue? Il paraît qu'il parle pas le français, etc. Mais je dis, mais pas du tout. Toute l'interview s'est déroulée en français, et alors j'ai rédigé le texte, et après, j'ai encore vu des collègues qui disent, oui, ce n'est pas vrai, c'est toi qui as rédigé les questions et les réponses. Je dis, mais tu rêves ou quoi? Alors j'ai sorti mon enregistreur où toute l'interview était enregistrée, il parlait parfaitement le français, mais d'une façon réfléchie, mesurée, en pesant ses mots, ce qui était bien normal. Et je confirme ce que vous dites, puisque quelques semaines plus tard, à Boston, sa deuxième interview a été accordée à Africa numéro 1, et c'était au micro de celui qui vous pose des questions en ce moment. Mais vous l'avez interviewé beaucoup. Pourquoi vous? Après, oui. Après. Pourquoi? Comment vous faisiez? Mais pourquoi vous? Ça, c'est la question. Mais je me demande si cette première interview initiale n'a pas débloqué quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai essayé d'être très, très rigoureuse, de prendre exactement ce qu'il avait dit, de mot à mot. J'ai mis du temps à rédiger cette interview, à respecter ses formulations, à exprimer du plus près possible ce qu'il avait dit. Et alors, il y a eu en Belgique, on a été étonnés parce qu'il y a eu des gens comme Louis Michel à l'époque qui ont dit mais il est bien ce garçon, mais il dit des choses tout à fait posées, respectables. Et il dit mais il vous a vraiment dit tout ça? Je dis mais enfin écoutez, vous voulez écouter la cassette ou quoi? Mais bien sûr qu'il l'a dit. Donc c'était un peu un témoignage qui le valorisait, qui disait ce qu'il était vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme intelligent, et moi j'étais très fâchée, je m'excuse de nouveau, sur la désinformation, la presse périphérique et tout ça, qui dit il est jeune, il parle à peine le français, il joue avec des petites voitures, il passe ses nuits à jouer sur Internet. Et moi je disais mais vous êtes vraiment des cons, je m'excuse, mais c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Cet homme est intelligent, moi je l'ai interviewé, et ce qu'il dit est
est tout à fait raisonnable et sensé. Et donc de nouveau la tentation de la caricature. On doit toujours, et j'étais furieuse parce que je me dis, quand il s'agit d'Africains, celui qu'on ne contrôle pas, on doit le caricaturer. C'était comme ça avec le père, c'était comme ça avec le fils. On ne le contrôle pas, il ne dit pas ce qu'on lui a dit de dire, il dit ce qu'il estime nécessaire de dire. Alors là, il faut en donner une image caricaturale et méprisante. C'est ça le post-colonialisme. Ça m'énerve jusqu'aujourd'hui. On dit tel père, tel fils en règle générale, mais c'est pas du tout le cas chez les Kabila. Le père était anti-tout, disaient certains. Le fils est plutôt conciliant. Il réfléchissait. Certains ont vu, derrière son arrivée, la mainmise des Occidentaux qu'il trouvait un peu plus conciliant. Vous confirmez ? Le fils voulait rester vivant. Le fils ne voulait pas être victime d'une tentative d'assassinat. Il voulait pas être victime d'un attentat. Et donc, il devait donner des gages à ceux qui auraient eu, à l'époque, les moyens de le liquider. Et donc, il a choisi de donner une apparence conciliatrice d'un bon garçon, d'un gentil type, comme disait à l'époque, c'était Chirac. Mais il est bien, ce garçon. Mais c'est formidable, il est plus intelligent que son père. Non, il était un bon comédien. Il cachait parce que c'était une question de vie ou de mort, sinon il aurait été liquidé de la même façon que son père. Et donc il donnait toutes les apparences. Louis Michel dit mais il est gentil ce garçon. Louis Michel l'a pris un peu sous son aile pour lui expliquer, croyait-il, le BABA de la fonction de chef. Mais il voulait installer son pouvoir, s'habituer au pouvoir, qu'on s'habitue à lui, éviter un attentat, une liquidation, et finalement s'installer et sauver, réunifier son pays. C'était la première chose qu'il a dit dans cette première interview. Je veux recréer, retrouver l'unité du Congo, faire ce qu'il faut pour que ce pays ne reste pas comme ça, divisé en plusieurs parties, le réunifier et que toute la population se retrouve de nouveau dans ses frontières. Ça méritait tout de même, de mon point de vue, d'être répercuté et d'être soutenu contre tous les divisionnistes et tous les prophètes de malheur. Vous avez senti ça tout de suite chez lui? Oui. Le fait, la peur de l'inconnu et la volonté de réunifier le pays. Oui, il était le fils d'un révolutionnaire. C'est un enfant qui a grandi dans le maquis. Il a été à quelle école? Il n'a pas été au lycée français. Il est allé peut-être au lycée français bien des années après en Tanzanie, mais il est allé à l'école dans le maquis. Qu'est-ce qu'on leur apprenait dans le maquis? C'était des disciples de Patrice Lumumba, qui était le symbole du patriotisme et de l'unité du pays. Ça, c'est l'enseignement qu'il a eu dans des circonstances très, très difficiles dans le maquis et puis en Tanzanie. Et son père lui disait, un jour on retournera dans notre pays, un jour on reconstruira mieux ce pays que sous la dictature actuelle. Il a été baigné dans ces enseignements-là, et je crois que là, on se refait pas, quoi. Même s'il a essayé de se donner les moyens, et puis de ne pas s'appauvrir, il y a eu d'autres choses après, mais au départ, l'idée était, on réunifie le pays, et on retrouve son unité, on fait partir les armées étrangères, et on fait des concessions inévitable pour que ça puisse se passer. Et là, il a tout de même réussi. Il a mené ce pays réunifié aux premières élections démocratiques. C'est tout de même pas mal pour quelqu'un qu'on croyait qu'il jouait avec des jeux électroniques, des Dinky Toys et des jeux électroniques quand il est arrivé au pouvoir. C'est quand même pas mal comme résultat. Première, deuxième, troisième élection démocratique, à l'issue desquelles il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Bon, les conditions, l'histoire nous les rendra mot pour mot un jour. Rien ne se cache éternellement. Mais depuis, il se tait. Vous qui l'avez fait tant parler. Il n'est plus là. Il est discret pour vivre heureux, vivons cachés. Il est encore dans vous disiez au début, pour vivre bien ou pour vivre, il se cache derrière la sagesse du silence.
Oui, et puis il y a une question que je lui ai toujours posée, c'est que vous êtes élu pour deux mandats. Quand vous ne serez plus président, quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors c'était une réponse très très basique. Moi, je ne suis pas comme ces Européens qui rêvent d'aller passer leur temps à la Costa Brava ou dans des lieux de villégiature. Moi, j'ai été exilée et je souhaite une chose, c'est vivre dans mon pays. Vivre dans mon pays dont j'ai été bannie pendant toute la première période de ma vie. Moi, je veux vivre en paix, tranquille, dans mon pays. Bon, c'est une ambition respectable. Vous n'avez plus de contact avec lui? Non, direct non. Le président J'ai pu essayer non plus. Vous n'avez pas essayé non plus? Non, mais les journalistes sont toujours sur l'événement, l'actualité, voilà. Mais vous qui écrivez beaucoup, vous avez écrit beaucoup sur Mobutu. Oui. Vous n'avez pas envie d'écrire sur Kabila? Ah, il y a matière, hein. Il y a matière, Au ouais. boulot. Il y a matière, mais pour ça, il faut qu'il parle. Vous n'avez pas essayé? À ce stade-ci, non. Mais j'aimerais bien. Nous aimerions tous le faire parler. Dites-le lui si vous le voyez. Il faudrait qu'il parle. Ouais. Oui.